profession en souffrance, hein, donc la souffrance au travail. Donc la souffrance au travail avec différentes causes économiques, les conditions de travail, la pression familiale parfois. Donc quel accompagnement face à cette souffrance et est-ce que cet accompagnement pourrait prendre, on va dire, un enjeu, la place d'un enjeu majeur pour une défense collective des agriculteurs. Donc je donne la parole à Véronique Chevrier, Loisel, pardon, excusez-moi. À vous, merci. Bonjour. Alors, je vais vous présenter un travail qui est en cours, qui a été commencé en 2015, qui a été réalisé par l'association Solidarité Paysans, qui accompagne des agriculteurs en difficulté. Et hop, voilà, donc en fait, le cadre de ce travail, on est parti de plusieurs constats. Le premier constat, c'est que les salariés et les bénévoles qui accompagnent les agriculteurs en difficulté dans l'association faisaient le constat que en fait, ils accompagnent des situations psychosociales qui sont de plus en plus complexes et une souffrance psychologique des agriculteurs. Ils n'accompagnent pas que des questions d'endettement et que des questions juridiques. Et donc, l'accompagnement était compliqué pour les bénévoles et pour les salariés de ce point de vue à cause de situations psychosociales qui étaient de plus en plus complexes et ils ne savaient pas trop ni de quoi il s'agissait et quoi faire avec cette souffrance. Le deuxième constat, c'est qu'il y a des données qui ont été publiées par Études Santé publique France sur la mortalité due au suicide chez les agriculteurs. C'est la première fois que des données épidémiologiques ont été publiées sur cette question-là. C'était en 2013. Il y a eu un deuxième rapport en 2016 là-dessus, sur des données de mortalité due au suicide. Et c'est la troisième cause de mortalité chez les agriculteurs, après les cancers et les maladies cardiovasculaires. Il y a 3 fois plus de risques pour un agriculteur homme de décéder par suicide qu'un cadre. Et 2 fois plus de risques pour une femme agricultrice. Donc ça, c'est des données importantes qui ont fait du bruit dans la presse, qui ont commencé aussi à faire qu'on parle de cette question de la souffrance au travail et des risques en agriculture. Par rapport à la population générale, pour que vous ayez une idée plus précise, pour les chiffres de 2010, les agriculteurs ont un taux de mortalité 20% supérieur à la population générale. Encore plus, 30% supérieur pour la tranche d'âge des 45-54 ans, qui est la tranche d'âge la plus à risque. Et pour les éleveurs bovins laits, on est à 50% de plus que la population générale. Donc c'est vraiment la population la plus à risque. Le troisième constat, c'est que le stress au travail présente un risque pour la santé générale, pour la santé cardiovasculaire et pour la santé mentale en général. Donc on a commencé, dans les entreprises en particulier, à s'intéresser à la question du stress au travail. Et pourquoi pas en agriculture, puisque c'est quelque chose qu'on a très peu observé. Donc ces constats-là ont amené la première partie de cette étude. Donc l'étude, elle a commencé en 2015, elle va jusqu'en 2019. L'objectif, c'est de proposer un accompagnement global qui prenne en compte cette dimension psychosociale des acteurs économiques en difficulté. Donc à partir de là, ce qu'on a fait en 2015 et 2016, c'est d'identifier les mécanismes psychosociaux en jeu dans les familles d'agriculteurs. Je ne suis pas très bien installée, je recommence. Hop, voilà. Comme ça, je suis plus près. C'est d'identifier les mécanismes en jeu. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans les familles d'agriculteurs en difficulté ? La deuxième chose, c'était un peu d'évaluer l'impact de la réponse. Est-ce que l'association Solidarité Paysans répond de façon adéquate à ces besoins qu'on peut identifier dans les familles d'agriculteurs ? Quels sont les freins, quels sont les obstacles, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment on peut accompagner la souffrance psychique, et puis d'améliorer la réponse apportée par l'association. Voilà, ça c'est l'étude dans son ensemble. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la première partie, les mécanismes psychosociaux en jeu dans les familles. Alors on est parti de cette question-là, quels sont les mécanismes en jeu ? Les signes d'alerte, les facteurs aggravants, les facteurs protecteurs. Qu'est-ce qui fait que la situation se dégrade ou pas ? Qu'est-ce qui fait qu'on est plus ou moins bien protégé ?
Est-ce que ça relève des conditions de travail ou pas? Et puis, vers quel type d'aide les agriculteurs se tournent-ils? Quelles sont les ressources? Qu'est-ce qu'ils peuvent trouver comme aide? Et quels sont les besoins d'accompagnement qui sont identifiés par les agriculteurs eux-mêmes? Alors, l'étude a été réalisée sur 3 régions. La Basse-Normandie, le Nord-Pas-de-Calais et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est 3 régions tout simplement qui se sont portées volontaires pour qu'on puisse réaliser des entretiens dans ces 3 régions. J'ai fait des interviews auprès de 27 exploitants ou proches d'exploitants. Alors ça semble pas énorme comme chiffre, mais en fait c'est une étude qualitative. C'est-à-dire que c'est des entretiens qui sont longs, qui durent longtemps, où on essaie d'aller voir plus à même qu'est-ce qui se passe dans la famille, qu'est-ce qui s'est passé dans le parcours de vie des exploitants. Et donc, en fait, au bout d'un certain temps, au bout de 20 entretiens, 22, 25 entretiens, on a finalement suffisamment de choses qui reviennent. C'est un petit peu les mêmes mécanismes qui reviennent. Donc, on n'a pas besoin de faire plus d'entretiens que ça. On a déjà un très beau panel, en fait, d'expériences et de constats. Donc, j'ai rencontré 9 femmes et 18 hommes. Alors, il faut savoir que sur la population des agriculteurs, en France, on a 24% des chefs d'exploitation qui sont des femmes. Et là, la moyenne d'âge de cet échantillon était de 47 ans. Sur la moyenne française, c'est 48. Alors, on n'a pas essayé d'être représentatif parce que c'est un petit échantillon, mais ce qui était important, c'était d'avoir et des avis de femmes, et des avis d'hommes, et des avis de plus jeunes, et des avis de plus anciens. Alors, au niveau de l'orientation technico-économique, 11 sont installés en bovin-lait. Alors, ça s'explique par le fait d'être allé et en Basse-Normandie et dans le Nord-Pas-de-Calais, où on a une surreprésentation des exploitations en bovin-lait. En même temps, c'est la première production en France, avec 17% des exploitations qui sont en bovin-lait en France, devant les céréales. Et ensuite, 5 travaillent à l'extérieur, 4 sont sans activité, et puis polyculture bovin-viande, ovin, caprin, polyculture élevage, maraîchage et viticulture. Ça s'explique par le fait que je sois allée en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc on a une plus grande diversité des orientations technico-économiques. Alors l'entretien, en gros les questions tournaient autour de 4 points. Comment vous vous êtes installé? Qu'est-ce qui a changé dans votre activité sur l'exploitation? Et puis comment ça s'est manifesté chez vous? Et qu'est-ce qui vous a aidé? Quelles sont les ressources? C'est un peu le guide qui a permis d'aller recueillir des données, des informations. Alors les résultats. Ce qui sort et qui est vraiment très très marquant dans les entretiens, c'est la pression qui est subie par les agriculteurs. Il y a 3 types de pression subie. Le premier type de pression subie, c'est est-ce qu'on a choisi ou est-ce qu'on n'a pas choisi de s'installer en tant qu'agriculteur? Et beaucoup, en fait, se sont engagés depuis leur plus jeune âge dans l'exploitation parce qu'ils ont été aides familiaux, ils ont travaillé avec les parents et puis finalement ils ont repris l'exploitation. Et puis ils se retrouvent à un moment donné, surtout quand la fratrie s'en va, quand les frères et sœurs s'en vont, on se dit ah ben finalement moi je suis là et puis j'ai pas vraiment peut-être choisi d'être là ou j'ai choisi mais sans me rendre compte que je suis sur une exploitation où j'ai plus la liberté de travailler comme je voudrais, de faire ce que je veux. Et il y a cette indépendance qui est difficile à prendre, mais aussi dans les choix techniques qui sont faits. On entend toujours un petit peu la voix des parents derrière qui dit « Non, mais nous, on a fait comme ça, il faut continuer à faire comme ça ». Cette tradition, elle est très, très présente. Et en plus, donc il y a peu de marge de manœuvre dans les décisions et dans les changements qu'on peut faire. Mais c'est surtout aussi comment on va transmettre le patrimoine qui nous a été transmis. Parce qu'on voudrait, nous aussi, le transmettre. On a un peu cet héritage familial qui nous a été donné et qu'on veut transmettre. Et quand il y a des difficultés économiques, il y a l'impression de perdre ce patrimoine qui nous a été transmis et de trahir cet héritage. Donc ça, c'est vraiment une question qui n'est pas du tout à négliger quand on accompagne des agriculteurs aussi. C'est qu'il faut le temps de cette prise d'indépendance pour modifier quelque chose ou pour vendre quelque chose ou pour liquider une exploitation. Évidemment, il y a encore plus le poids de ces questions-là qui est en jeu. La deuxième forme de pression, évidemment, c'est la pression financière. Ça, on n'est pas étonné d'entendre ça. Alors l'endettement des gens que j'ai rencontrés va de 3 000 € à 900 000 €. Donc les endettements sont très très différents.
Pour que vous ayez une idée sur la moyenne française, l'endettement est à 180 000 à peu près en moyenne par exploitation, 180 000 euros. Mais plus important chez les jeunes de moins de 40 ans, puisqu'on est à 240 000 euros pour des jeunes de moins de 40 ans. Et après, ça peut être très disparate, ça c'est une moyenne. Certains vont avoir peu de dettes et d'autres beaucoup. Alors comment les agriculteurs décrivent cette question de la pression financière? D'abord, la première chose qu'ils disent, c'est la pression des créanciers. Du matin jusqu'au soir, quand on est en situation de non-paiement, il y a une pression des créanciers qui est très très forte au quotidien, chaque jour. Après, ils expliquent leurs difficultés financières de 3 façons. Des problèmes d'investissement, j'ai pas fait le bon choix au bon moment, c'était pas le bon moment pour prendre ce virage, j'ai fait trop d'investissements, etc. La deuxième chose, c'est les problèmes de mise aux normes, principalement en 2009 avec les mises aux normes dans les exploitations laitières. Et puis la troisième chose, c'est le prix de vente ne correspond pas aux charges qu'on a sur l'exploitation, donc petit à petit, la situation se dégrade. Mais il parle aussi d'une autre forme de pression financière, c'est le manque de revenus, la précarité sociale dans laquelle vit la famille, avec la difficulté justement de vivre au quotidien, que les enfants puissent faire des activités, pas de vacances, pas de loisirs, etc. C'est aussi une autre façon de parler de cette pression financière qui pèse sur toute la famille. Une personne sur 3 dans les personnes que j'ai rencontrées bénéficie du RSA. Mais il y a aussi des personnes qui vivent avec presque rien et qui n'ont pas demandé le RSA, mais qui ne sont pas dans ces données-là. Sur la France, on est à 17 000 foyers, je crois, qui dépendent, qui bénéficient du RSA. Alors la troisième forme de pression subie, ce sont les conditions de travail. Alors comment il parle des conditions de travail? D'abord, la surcharge de travail et les amplitudes horaires, qui sont difficiles, mais qui sont aussi souvent en décalage vis-à-vis des autres. Le dimanche, par exemple, quand on a la traite et qu'on doit rentrer à 4 heures ou à 5 heures, alors qu'il y a une fête de famille à quelques centaines de kilomètres, on ne peut pas y aller. Le fait d'avoir une contrainte principalement dans l'élevage, 365 jours par an. La pénibilité au travail. Plus de 80% des agriculteurs en France, en population générale, se plaignent d'une surcharge de travail et d'un travail physique intense et trop intense, évidemment, qui met à mal la santé des individus. Autre chose au niveau des conditions de travail, c'est que la sphère privée est très peu protégée. On a la sphère privée et la sphère professionnelle qui se mélangent et qui empêche, la sphère professionnelle envahit la sphère privée et donc empêche de protéger cet espace qui pourrait permettre de se ressourcer. Ensuite, on est dans une culture que vous connaissez de travail et d'effort. On ne se plaint pas, on va jusqu'au bout, on fait face, on n'a jamais mal, on ne s'arrête pas, etc. Donc en fait, on voit bien que le corps, petit à petit, subit cette pression physique et psychique qui fragilise la santé et la santé mentale en particulier. Un autre impact sur la vie de famille, je vous en ai parlé par rapport au manque de revenus, mais il y a aussi l'impact sur la famille et sur le couple dû à 2 choses. C'est exprimé de 2 façons par les agriculteurs. La première façon, c'est évidemment l'amplitude horaire et le fait de travailler beaucoup sur l'exploitation. On a du mal à préserver des instants et des moments pour la famille et pour le couple, mais aussi le stress et les difficultés entraînent de l'irritabilité et beaucoup de conflits dans le couple et donc accentuent ces difficultés. Les couples sont très très mis à mal par les difficultés dans les exploitations. Alors, je vous ai décrit ces 3 types de pression, les conditions de travail, les difficultés financières et le fait d'avoir choisi ou non de s'installer sur l'exploitation et d'avoir hérité de l'exploitation familiale. Mais en toile de fond, ce que décrivent les agriculteurs que j'ai rencontrés, c'est une loi du silence très forte, une sorte de chape de plomb qui pèse dans les campagnes, où on ne parle pas des difficultés, où on en parle très très peu. Il y a un seul agriculteur que j'ai rencontré qui en parle librement à ses amis et à sa famille. On en parle vraiment très, 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 avec beaucoup de difficultés. Et donc, ça accentue aussi cette pression et le fait de demander de l'aide, évidemment, tardivement, puisqu'on en parle
très tard. Voilà pour la façon dont sont décrites ces pressions. Alors, quand on parle de souffrance psychique, quand je leur demande qu'est-ce qui est à l'origine de leurs difficultés et de leurs souffrances, la première chose qui vient d'une façon très majoritaire, ce sont les problèmes financiers. Là, on n'est pas étonné. Mais la deuxième chose qui arrive, ce sont les conflits. La famille, avec l'ex-conjoint, avec l'associé, avec les voisins. Il y a beaucoup de conflits dans les histoires des exploitations et ça accentue aussi énormément cette souffrance et ces difficultés. On a une accumulation en fait des problèmes qui est décrite dans le parcours de vie de l'exploitation. C'est une sorte d'effet boule de neige. Il y a une première chose qui en entraîne une deuxième, qui en entraîne une troisième, et les choses s'accumulent comme ça jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à suivre. Et en fait, le trou financier s'aggrave, les troubles du sommeil s'aggravent, les conflits s'aggravent. Donc il y a un effet boule de neige comme ça. Et évidemment, les conditions de travail se dégradent encore avec cet effet boule de neige. Pour exemple, ça peut être une difficulté financière, donc on ne va pas faire tester au labo le forage pour les animaux, par exemple, parce qu'on ne peut pas payer le labo. Donc, une bactérie dans l'eau du forage et on va avoir une perte sur le cheptel des petits veaux, une surmortalité, etc. C'est des choses comme ça qui vont, ou un traitement qui doit être fait qui arrive trop tard parce qu'on n'a pas la trésorerie. Voilà, c'est des choses comme ça que décrivent les gens. Et souvent, dans l'histoire, ce qui déclenche, il y a un événement déclencheur qui est très présent dans le discours, dans les entretiens que j'ai eus. Souvent, il y a eu un décès, par exemple, une maladie ou un divorce qui marque l'histoire et qui fait qu'à partir de ce moment-là, ça se dégrade. Souvent, par exemple, le papa et la maman continuent de travailler sur l'exploitation, ils sont à la retraite, le fils a repris, il continue à travailler sur l'exploitation. Et puis, un des deux parents tombe malade, et donc il y a trop de travail, et puis petit à petit se met une sorte de cercle vicieux, en fait, on travaille plus, et puis on s'épuise, et puis on n'arrive plus à faire face, en fait, petit à petit, comme ça, et on va jusqu'au bout, vraiment, de cet état d'épuisement. Alors, autre cause de souffrance qui sont décrites par les agriculteurs, c'est les problèmes de santé. Ça vient donc après les difficultés financières et après cet effet boule de neige et après les conflits. Alors, il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère par rapport aux accidents du travail, par exemple. Je regardais les chiffres des agriculteurs, les accidents du travail chez les agriculteurs par rapport aux autres catégories socio-professionnelles. On a des données qui sont quasiment identiques en accidents du travail. Mais la mortalité due aux accidents du travail en agriculture sont 2 fois supérieures par rapport aux catégories socio-professionnelles du transport, par exemple, ou par rapport au bâtiment. Et donc, on est sur une mortalité due aux accidents du travail qui n'est pas négligeable. Et on peut très bien faire le lien avec le surmenage, par exemple, qui fait que les accidents arrivent plus vite dans les situations de surmenage. Dans les entretiens, étonnamment, il y a peu de choses sur les problèmes administratifs, les questions judiciaires ou des événements sanitaires, climatiques, ce qu'on entend beaucoup plus d'ailleurs dans la presse, dans les médias, on entend beaucoup parler de ça. Là, les agriculteurs m'en ont peu parlé. C'est pas, ça n'existe pas, c'est juste que moi, je l'ai pas recueilli. Alors, si on fait un point à ce moment-là de ce travail, on a 3 formes de pression, avec beaucoup d'investissements personnels et financiers de la part des exploitants et de leur famille élargie, des contraintes de travail, avec une culture où il faut faire face. Donc on est sur un équilibre qui est assez fragile de l'exploitation, et souvent il y a un événement déclencheur qui va entraîner beaucoup de stress et beaucoup d'épuisement. Et donc là, on va voir maintenant comment les agriculteurs décrivent cet état de stress et d'épuisement qui petit à petit s'est installé dans leur vie. Alors, on peut se donner 5 minutes pour finir l'exposé ? D'accord. Alors, les expressions du mal-être. Donc, on est vraiment dans un domaine
Dans le domaine de la pathologie, les gens décrivent des situations de burn-out et de dépression. Ce n'est pas moi qui ai fait ce diagnostic, mais ils le décrivent avec voilà, la prise d'antidépresseurs, des hospitalisations, etc. Le deuxième est aussi du domaine de la pathologie avec l'anxiété, les troubles paniques, on ne veut plus voir le facteur arriver, on ne peut plus ouvrir le courrier, des difficultés comme ça d'anxiété assez importantes. De l'irritabilité, ça c'est un signe qui est important à prendre en compte, c'est vraiment un signe d'alerte où des gens qui n'étaient pas irritables, qui n'étaient pas sous pollet, qui n'étaient pas colériques, deviennent tout à coup très irritables, à envoyer le marteau dans l'atelier, à envoyer balader les petits-enfants, à plus pouvoir les garder, des choses comme ça. Et c'est vraiment un signe de stress et de fatigue. Donc là je ne peux pas passer vite sur cette question-là, après oui, mais sur les 27 personnes que j'ai interviewées, il y a 21 chefs d'exploitation. Les autres, ce sont des conjoints ou des proches. Il y en a 9 qui, au moment où je leur ai parlé, disent la seule issue, si la situation ne s'arrange pas, pour moi, c'est le suicide. Donc le discours était vraiment tout à fait clair, où on était vraiment dans une perspective de ce type. Et donc les agriculteurs en parlent. C'est aussi ça le message qui est important à transmettre, c'est que là, 9 m'en ont parlé en des termes tout à fait clairs. Donc ensuite, ils parlent de solitude, de désespoir, ils présentent des signes d'épuisement, des troubles du sommeil, des problèmes physiques. Voilà en gros les manifestations du mal-être qu'ils décrivent. Alors comment ils parlent du recours aux soins? Quel type d'aide ils trouvent? D'abord, l'entrée dans le système de soins n'est pas du tout une évidence. Les agriculteurs, c'est la catégorie socio-professionnelle qui consomme le moins de soins dans l'année. C'est aussi ceux qui présentent le pourcentage, le plus gros pourcentage, à ne pas du tout consulter le médecin sur toute une année. Aucune consultation sur toute une année. C'est la plus grosse catégorie. Et donc, on voit bien que orienter des agriculteurs vers leur médecin, ce n'est pas du tout quelque chose d'évident et qu'il faut souvent plutôt passer par des acteurs de première ligne pour pouvoir accompagner d'une façon en proximité les agriculteurs. C'est un peu la conclusion de ce travail. On est dans un milieu qui n'a pas appris à reconnaître ces signes d'alerte, surtout les hommes. Les femmes sont plus à même de dire là, on va trop loin, là, c'est plus difficile, là, il faut qu'on s'arrête, là, il faut qu'on discute, là, il faut qu'on en parle à quelqu'un, là, il faut qu'on demande de l'aide. Mais pour les hommes, c'est plus difficile. Et je vous disais, dans un milieu qui a l'habitude de ne pas se plaindre. Les solutions mises en œuvre par les exploitants, d'abord, ce sont des solutions qui demandent du temps. Prendre le temps de pouvoir prendre une décision, faire ses propres choix, accepter, ne plus être dans la colère, ne plus être dans le déni, mais être déjà face à ces difficultés et prendre une décision est dans leur parcours vraiment une étape importante. Ça, c'est vraiment, toujours ils le disent, le jour où on a décidé de faire appel à l'aide ou de partir en redressement, par exemple, ça a été une étape importante. Avec un peu de soulagement d'ailleurs, de se dire au moins on a décidé, on sait où on va. Et le lien social est aussi une ressource vraiment clé. Alors d'abord, ils le décrivent avec l'entourage, le fait de pouvoir être écouté, de vider son sac, le fait de savoir aussi qu'il y a des personnes nombreuses qui sont dans des situations similaires. Et puis la présence des enfants est aussi relevée par les agriculteurs comme une ressource non négligeable et importante. Je pense que je suis au bout de mes 5 minutes. Hop. Non, il vous reste encore 2-3 minutes. Vous pouvez conclure en 2-3 minutes, histoire de donner une dizaine de minutes à Monsieur Chevrier, tout de même, qu'il puisse. Il n'y en a pas Oui. pour longtemps. Bon, écoutez, pour laisser à peu près une dizaine de minutes avec la salle, on peut. Oui, voilà. Vous pouvez encore parler 5 minutes. On va dire non, ça. Mais c'est important en fait quand on écoute les agriculteurs de voir à quel point ça a été un travail long de prendre le temps, de prendre une décision, de réorienter l'exploitation par exemple, ou de vendre une partie de l'exploitation, ou de changer le modèle dans lequel on est, ou de prendre le temps de renégocier avec les créanciers un plan de redressement ou un règlement amiable. C'est vraiment un travail qui demande du temps et qui demande une écoute justement en face. On dit on a besoin d'abord de vider son sac, enfin quelqu'un qui nous écoute sans jugement et pour pouvoir construire ce travail d'appropriation de ce qui va venir et de l'avenir. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est que
l'impression des agriculteurs, c'est d'avoir aucune solution, en fait. Il n'y a pas du tout de solution. Donc, en fait, la détresse, elle prend toute la place. Les idées suicidaires, elles prennent toute la place parce qu'on n'a pas de solution. Et à partir du moment où il y a des perspectives, de se dire, on peut au moins commencer par vider son sac et puis ensuite se dire, il y a ça de possible, ça de possible, ça de possible, peut-être qu'on peut aller vers là ou vers là. Le gros nuage en fait noir qu'on peut imaginer comme ça sur cette détresse psychologique qui est décrite peut laisser de la place à une issue et à des solutions. Et c'est ça qu'ils décrivent en fait, qu'à un moment donné, il y a des perspectives qui peuvent démarrer. Et là, on va prendre une décision, on est capable de prendre une décision, et donc on relève la tête et on se met debout, et on n'est pas que quelqu'un acculé à nos dettes et à nos créanciers. Et donc le fait de redevenir acteur et de prendre une décision, c'est vraiment une étape qui est pas du tout négligeable. Merci infiniment, Madame Loisel, chargée d'études en santé publique pour Solidarité Paysan. C'est ça. C'est bien ça. Donc je donne la parole à Monsieur Chevrier, donc administrateur de Solidarité Paysan et paysan lui-même. Plus paysan. Alors un ancien paysan. C'est à vous, je vous en prie. Vous voulez également parler debout? D'accord. Ouais, parce que je suis pas bien grand alors si je suis assis. Vous voulez que je pousse la chaise? Moi j'ai relativement peu de choses à rajouter à ce qu'a dit Véronique, parce qu'elle elle possède bien l'affaire, cette étude, elle la connaît bien. Moi ce que je voudrais rajouter un peu, c'est la position de Solidarité Paysan par rapport à ces malaises psychosociaux. Ce qu'on aurait pu reprocher à Solidarité Paysan, c'est de donner l'impression en fait de faire d'être un adoucissant ou de rendre plus tolérable une élimination programmée des paysans. Ça nous a été reproché à un moment. C'est vrai qu'au sein de Solidarité Paysan, il y a des gens qui sont relativement militants, qui veulent un monde, qui savent un peu le monde agricole qu'ils veulent. Il y a aussi des personnes qui viennent d'horizons divers, des personnes qui ont été accompagnées et puis qui se sont relevées et puis qui n'ont pas forcément la même démarche que des militants purs et durs. Et tout ça fait que il y a des fois, même au sein de l'association, tout le monde n'est pas forcément d'accord par rapport au positionnement de Solidarité Paysan. Alors ce que je voudrais essayer de vous prononcer, de vous apporter en 3 points ce qu'est Solidarité Paysan. Ce n'est pas simplement un adoucisseur de souffrance. Alors, d'abord, une présentation de Solidarité Paysan. Solidarité Paysan, jusqu'il y a 2 ou 3 ans, c'était 60 ou 65 départements couverts. Maintenant, c'est quasiment toute la France, parce qu'il y a l'Alsace qui vient de nous rejoindre, le Béarn, le centre, Champagne-Ardenne. Et à part vraiment l'Île-de-France où il y a personne, il y a une grande partie du département de la France qui est couverte avec des régions plus ou moins riches, plus ou moins actives. Ça représente quand même 80 salariés, en gros 1000 bénévoles et puis 3000 familles accompagnées chaque année. Alors l'éthique, elle vous l'a développé un petit peu, ou même pas mal, Véronique. C'est d'abord, quand on arrive dans une famille pour la première fois, suite à l'appel de la personne. On ne va jamais dans une famille si quelqu'un nous dit il faut que vous alliez là-bas. Non, il faut que ce soit vraiment la personne qui appelle. Et ce qui rejoint, c'est que 99% c'est les femmes qui appellent. Comme disait Véronique, les femmes sont relativement lucides par rapport aux problèmes. Les hommes se disent oh ben non, on va y arriver, on est habitué à bosser, on va se priver un peu plus, on va bosser un peu plus, Et donc on y va sur appel. Quand on y va, en principe, on y va en binôme. Alors c'est soit 2 bénévoles où il n'y a pas de salariés, comme dans le Doubs, ou un bénévole et un salarié ou une salariée, et ce qui permet à l'agriculteur d'avoir en face de lui quelqu'un qui connaît son métier, qui a vécu son métier.
Dès la première intervention, on explique l'éthique de solidarité et paysans, c'est-à-dire la confidentialité, le respect de la personne, le non-jugement, pour créer une espèce de confiance, même si il y a des choses qu'on apprend beaucoup plus tard. Ça demande de mettre le nez dans les comptes, que les gens vraiment lâchent prise, quoi, et puissent s'expliquer sur tous leurs problèmes. Alors donc là, notre accompagnement, il est donc d'une part économique parce qu'on étudie les problèmes économiques de l'exploitation. Ensuite juridique dans la mesure où il y a besoin d'un règlement judiciaire, règlement amiable, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, mais les gens ont beaucoup peur de ça. Et le fait d'être accompagné, notamment vis-à-vis des créanciers et puis au tribunal de grande instance, les gens se retrouvent un peu plus en sécurité. Alors, pourquoi on a fait ce travail psychosocial, elle vous l'a expliqué un peu Véronique, c'est que dans les années 88 ont été mises en place les procédures juridiques que je viens de vous expliquer, qui ont permis quand même les agriculteurs ont tendance à voir ça comme une punition, alors que c'est un moyen de s'en sortir. Un redressement judiciaire, c'est entre 12 et 15 ans où les dettes sont réétalées et ça permet de rebondir. Donc, de ce point de vue-là, on a des juristes, on a des gens qui sont formés pour ça. Sur le secteur économique, les agriculteurs ont leur expérience et puis les salariés ont aussi des formations pour appréhender les problèmes économiques. Et c'est quand on s'est rendu compte que les problèmes sociaux étaient vachement importants, que les gens étaient agressifs ou dans une détresse profonde, pleuraient, on s'est dit on a quand même des choses à apprendre. Alors maintenant, on est en train de mettre en place, suite avec notamment l'analyse l'étude que Véronique a fait, on met aussi en place des analyses de pratique où il y a des interviews, alors ce qu'on appelle l'intervision, c'est-à-dire entre personnes bénévoles. On essaie c'est des problèmes relativement précis, d'une part d'avancer sur la problématique de l'accompagnement qu'on fait, et puis d'autre part de se protéger, parce qu'il y a aussi des accompagnements qui sont durs pour les accompagnants. Voilà. Et puis, dans un troisième point, je vais vous expliquer aussi quels sont les partenaires et avec qui on travaille. Alors, certes, nous, on a des chiffres sur les manques de revenus des agriculteurs, mais tout ça, c'est des chiffres. Et quand on fait des études comme celle faite par Véronique auprès d'agriculteurs en difficulté, c'est là qu'on réalise vraiment ce qu'est le vécu de ces agriculteurs. Et cette étude qui a été faite, elle est allée à la MSA, elle est allée dans les ministères, et c'est là que les gens, nos interlocuteurs, commencent à se rendre compte qu'on fait un boulot global qui est important, puis qui commence à être reconnu, même si certaines organisations ont des fois du mal ou ont essayé de lancer quelque chose d'autre en se disant mince, ils font le boulot, nous on est capable de le faire. Alors c'est le cas notamment de Réagir, où là c'est beaucoup plus des techniciens qui interviennent avec des chiffres, des critères précis, puis soit tu es dans la case, tu t'en sors, soit tu es dans la case, tu t'en sors pas. Alors que nous, on essaye de faire avancer l'agriculture, d'aider l'agriculteur à avancer, puis c'est comme ça qu'actuellement 70% des agriculteurs s'en sortent parce qu'ils prennent leurs décisions en prenant le temps. On ne leur impose pas une décision, c'est eux qui la prennent, cette décision. On peut se donner 2 minutes pour conclure. Oui, alors pour conclure. Comme ça, on pourra donner la parole à la salle. On a un autre débat qui suit, donc on va prendre des questions jusqu'à 10h15. Non, c'est ça. Et puis, ça montre aussi que on est partenaire avec la Conf, notamment pour quand la Conf va présenter des dossiers au ministère. Ils nous ont demandé encore relativement récemment de notre expertise sociale pour avoir des propositions au ministère beaucoup, comment dire, c'est le terme employé, c'était pour faire bouillir la marmite, parce que autant la Conf est certainement experte au niveau
au niveau problèmes économiques agricoles, mais peut-être que ils nous ont demandé de leur apporter aussi tout ce volet social. Et nous, au niveau du positionnement qu'on a, c'est vrai qu'il y en a qui se positionnent pour faire de l'accompagnement, on est point syndicat, puis il y en a d'autres qui se disent s'il y a des gros problèmes économiques, s'il y a des gros problèmes, si on a beaucoup d'appels, de plus en plus d'appels, c'est aussi qu'il y a des causes. Et ce qu'on aimerait essayer d'aider à résoudre, c'est qu'il y ait moins de causes, que les agriculteurs vivent dans une agriculture un peu plus autonome et soient plus heureux dans leur métier. Et puis, donc là, il y aurait beaucoup moins de demandes d'accompagnement. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Chevrier. Donc, des questions. Allez-y. Parlez bien en face, parce que c'est enregistré. Merci. Oui, bonjour. Je m'appelle Claire Durand, donc j'exerce la profession de psychologue social, donc sur un sujet qui fait partie de mon quotidien aussi. Donc moi, je travaille en entreprise, donc dans des PME qui ne sont pas du tout dans le secteur de l'agriculture. Et ce que je trouve étonnant dans votre étude, c'est qu'en fait, ce que je vois là, je le vois dans les PME. Oui. C'est les mêmes mots, c'est les mêmes symptômes, c'est voilà. Et ce qui me fait dire qu'en fait, ce problème, il est pas seulement lié à l'agriculture, il est social, il est général, il est global. Et j'ai été interpellée par ce que vous disiez sur le fait qu'on vous reproche d'adoucir la souffrance. Moi, j'allais dire, on peut très bien lutter pour changer la société et adoucir la souffrance. On rencontre ce problème, nous, en tant que psychologues, comme si on était là pour faire en sorte que les gens apprennent à se taire et gérer leur souffrance. Or, c'est pas du tout, c'est pas du tout je pense, notre combat. C'est d'aider les gens à gérer leur souffrance tout en faisant en sorte que la société change. Et quelque chose qui apparaît pas beaucoup dans votre étude, juste à la fin, c'est qu'un des moteurs pour gérer la souffrance de l'être humain en règle générale et dans le travail en particulier, c'est le soutien social. Et je pense que ce que vous mettez en place, les analyses de pratique notamment, je trouve que c'est vraiment une piste intéressante au sein des agriculteurs, c'est faire en sorte qu'ils se rencontrent. J'ai vu aussi par moments, ce qui est important pour eux, c'est de rencontrer des personnes qui sont dans des situations similaires. Donc je trouve que c'est une piste vraiment très intéressante. On va prendre 2-3 questions pour pouvoir regrouper les questions, parce qu'à 10h15, on doit arrêter, vu qu'il y a un autre débat qui suit. Donc monsieur, vous avez une petite question, bref si possible. Oui, bonjour, Bruno Carrière. Oui, j'avais une question concernant un petit peu les résultats du travail que vous menez. Aussi dans le sens, vous l'avez dit, que ce sont des situations très complexes, de plus en plus complexes, et que les résultats ne sont peut-être pas linéaires, avec des rechutes, tout un ensemble de choses. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu votre travail ? Est-ce qu'on a une autre question pour les regrouper? Non? Eh bien, écoutez, je vous en prie. Merci. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs avec la santé des indépendants, le travail des indépendants et le travail des artisans et des petites et moyennes entreprises. On trouve des similarités dans les études qui sont faites chez les indépendants. Alors là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on avait peu de choses sur les agriculteurs. Et maintenant, on commence à avoir quelques données sur les agriculteurs, alors que chez les indépendants, on avait un petit peu plus de données. Mais c'est vrai que là, il va y avoir un colloque sur la santé des indépendants. Il y a une partie sur les agriculteurs maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Donc mais il y a beaucoup de similarités de par le fait aussi que avant, la question de l'épuisement, par exemple, professionnel, était étudiée en fonction de l'autonomie qu'on a dans notre travail. Est-ce qu'on a une hiérarchie ou pas? Est-ce qu'on est mis sous pression par notre hiérarchie? Est-ce qu'on a une latitude pour prendre des décisions, etc. Et ça, c'est des facteurs qui peuvent protéger la santé des individus. Mais pour les indépendants et pour les agriculteurs en particulier, on n'était pas sous ce genre de critères, parce qu'on a une latitude décisionnelle, on a de l'autonomie dans notre travail, et pourtant, il y a une souffrance réelle. Donc on pourrait dire que cette population, elle est plutôt protégée, puisque c'est des facteurs protecteurs, en fait, la latitude décisionnelle, mais en fait, non. Et donc c'est autre chose, il faut regarder ça différemment. Ouais, tout à fait. Ensuite, sur le soutien social, alors il y a deux choses, c'est que c'est
la première chose qui arrive dans les entretiens que j'ai faits. C'est la première chose qui arrive comme solution. C'est le lien social. Le fait d'avoir été écouté, par exemple, par des gens proches, le fait d'avoir des amis et de la famille autour, ça c'est vraiment le point clé. De rencontrer des personnes qui sont dans des situations similaires. Alors de deux façons, on n'est pas tout seul à vivre ça, à avoir rencontré ces difficultés-là. Et donc ça déculpabilise aussi le fait d'être en difficulté financière. Mais il ne faut pas oublier que le pendant de ça, c'est que l'isolement est très fort et le manque justement de support social est très très grand. Et que les situations d'isolement en agriculture, c'est quand même maintenant c'est vraiment une réalité incroyable. L'agriculteur ne croise pas forcément le ramasseur de lait tous les jours, alors qu'avant il le croisait tous les matins, parce qu'il va passer dans la nuit, parce que les exploitations sont plus loin de la maison, parce que il y a plein de raisons qui font que les exploitations sont plus grandes, il y a moins de travail en communauté pour le travail des champs, etc. Donc en fait, l'isolement est quand même beaucoup plus présent dans le discours, et puis surtout avec le regard social qui est très pesant, que le soutien social. Alors c'est une piste pour aider, pour être proche, pour que les premières lignes soient à même d'accompagner la souffrance psychique en agriculture, mais la réalité, c'est que c'est l'isolement qui prime, quoi. Ensuite, sur le fait que le parcours soit pas linéaire, qu'il y ait des rechutes, etc., c'est sûr que c'est un petit peu ce que j'expliquais dans le fait que ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps de faire ce travail de maturation, d'indépendance, de fait de réussir à dire, le fait déjà de réussir à demander de l'aide, c'est déjà quelque chose, c'est vraiment une étape importante. Et puis après, c'est pas par pas, quoi, que les choses avancent vers une prise de décision et vers des perspectives. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié une... Pour en revenir au problème par rapport aux entreprises, mais quelqu'un qui se réveille le matin ou qui a passé une nuit sans dormir en se disant j'ai un taux de 200 000 euros, je suis à poil complètement, ma maison est hypothéquée. Moi j'en ai connu qui sont arrivés j'ai fait des accompagnements, quelqu'un qui arrivait à 62 ans et puis son souci c'était de trouver à se loger. Point. Il n'avait plus rien, il était à poil. Hein. Et puis d'un autre côté, il y a des gens qui sont d'une force assez extraordinaire, qui je leur trouve une énergie phénoménale. Donc ça part un petit peu il y a toutes sortes de personnes. Hein. Et puis c'est vrai qu'il y a des situations très conflictuelles aussi. Alors quant au résultat, c'est vrai qu'actuellement on commence à accompagner des exploitations qui étaient dans le productivisme, qui produisaient à mort, et ça pose d'ailleurs problème à quelques accompagnants d'aller accompagner ces exploitations qui bouffaient tout, hein, en fait. Et ces gens-là, ils arrivent très vite avec des déficits très très importants. Et puis il y en a qui arrivent à changer complètement de système. C'est aussi, on a fait aussi toute une étude. Enfin, c'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais toute une étude sur l'agroécologie, comment des gens changeaient de système. Ils n'étaient pas forcément dans du bio pur et dur, mais ils arrivaient à changer de système et montrer qu'avec d'autres systèmes, ils retrouvaient le plaisir de produire, le plaisir d'être agriculteur, même s'ils ils traînaient des dettes. Et par rapport à l'ensemble de la société, et puis aux gens, aux partenaires et puis aux institutions, on montre qu'il peut y avoir des phénomènes que l'industriel s'en tirera pas forcément mieux, et puis que les gens sont beaucoup plus heureux dans une agriculture relativement autonome. C'est pour ça aussi qu'on est en lien avec Impact, avec les ADR, avec tous ces gens-là. Donc on va peut-être arrêter là. Hein. On vous remercie beaucoup. On s'excuse pour le petit souci technique et on remercie beaucoup les intervenants. Donc si vous voulez continuer le débat, vous avez un espace qui s'appelle la Fabrique des Futurs au centre du site des 30 ans. Et on va donc aussi rappeler qu'il y a, je crois, du théâtre gesticulé sur la petite scène pour le même thème de la souffrance
chez les paysans? Il y a des documents, pour ceux que ça intéresse, il y a des synthèses ou des rapports complets, donc pour ceux qui veulent, je peux vous en fournir. Donc le prochain débat, la souveraineté technologique, un bel exemple de convergence des luttes. Donc merci de pouvoir laisser la place ou rester si vous êtes intéressé par ce débat suivant. Merci beaucoup.